Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. On va parler de Svelte, on va passer 2 heures ensemble à parler de Svelte. C'est sur un format un peu particulier, parce que nous on a l'habitude de donner cette présentation sur un format plutôt workshop, donc un atelier avec des travaux pratiques. Je vois que vous êtes plusieurs avec vos ordi portables, donc vous allez pouvoir faire les TP aussi en même temps. On va avoir une partie plutôt théorique, des slides pour présenter un petit peu ce que c'est Svelte, ce que c'est l'approche, la démarche par rapport aux concurrents, aux autres frameworks front-end. Et puis, de temps en temps, on va basculer dans notre lab, dans notre atelier pratique pour voir justement en pratique comment ça se met en œuvre dans un cas concret. Donc on va parler de Svelte, technologie dont on entend parler depuis plusieurs années. On vous a mis ici des captures issues de l'enquête State of JS, qui est une enquête qui est réalisée au niveau mondial auprès des développeurs pour connaître un petit peu leurs appétences techniques dans l'écosystème JavaScript, qui est un écosystème qui, vous le savez peut-être ou certainement, est un écosystème assez mouvant ou avec beaucoup de technologies qui sortent assez récemment. Donc les résultats de cette enquête-là sont assez intéressants, où ils nous montrent justement quel est l'intérêt pour les nouvelles technologies des développeurs, quelles sont les technologies qu'ils connaissent, qu'ils utilisent, et quel est leur niveau de satisfaction aussi par rapport à ces technologies-là. Et quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que depuis 3 ans, il y a Svelte qui est là, tout en haut des résultats, qui est par exemple sur l'image que vous avez à droite, qui est sur le taux d'intérêt des développeurs, donc les technologies dans l'écosystème front-end que les développeurs ont envie de découvrir. Ça fait 3 ans que Svelte est la technologie la plus plébiscitée. Et si on regarde à gauche sur la partie satisfaction, là c'est donc les personnes qui aujourd'hui font du Svelte, à quel point ils en sont satisfaits. Ils ont été pareil dans les premières places ces 3 dernières années, devançant les technologies qu'on voyait beaucoup, du React, du Vue.js, du Angular, etc. Voilà aussi un petit peu pour planter le décor, pourquoi on veut parler de Svelte aujourd'hui. Avant de démarrer, de rentrer dans les détails de ce qu'est Svelte, on va se présenter. Donc moi c'est Anthony Legois, je suis directeur de Zenica à Brest, mais je suis avant tout un profil technique, développeur, passionné par l'écosystème front-end, par le développement dans les navigateurs web. Je fais du Svelte depuis un petit moment maintenant, depuis 3 ans. Beaucoup de projets perso au démarrage, et on en reparlera après au niveau de l'adoption de Svelte en entreprise. Donc beaucoup de projets perso au démarrage, et puis quelques projets pro aussi, dans des contextes pro plus récemment. Et puis organisateur de différents meet-up, et notamment de la Svelte Society France, qui est là, l'organisation qui promeut un petit peu Svelte au niveau francophone. Voilà pour moi. Donc Patrice Saint-Stéban, donc moi je suis consultant à Zenica Nantes, et donc je suis développeur full stack, et donc je me suis aussi intéressé à Svelte, mais je fais du React, du Angular, et puis les technologies back également. Ok, donc on va rentrer dans Svelte, commencer par définir un petit peu ce que c'est, l'approche, et les comparer à ce que vous connaissez peut-être le plus, les technologies comme React, comme Vue, comme Angular. Le moyen peut-être le plus simple de définir ce que c'est Svelte pour comprendre, peut-être pour les personnes qui ne sont peut-être pas dans l'écosystème front-end, le moyen le plus simple, c'est de dire que finalement c'est une librairie JavaScript qui est orientée composants. Donc qui va nous permettre de développer des applications riches, des applications complexes, en faisant différents composants, les emboîtant les uns avec les autres pour au final construire notre application. Donc comme c'est représenté ici, on a une application, dedans on a un header, un footer, du contenu, et puis à l'intérieur de ça, on va pouvoir composer avec différents composants dans lesquels on va de préférence donner un peu de sens métier dans les bonnes pratiques. Mais le principal point à retenir de Svelte, c'est que justement on ne va pas le traiter comme un framework, on ne va pas dire que c'est un framework, on va plutôt appeler ça un compilateur. Un compilateur, pourquoi ? Parce que Svelte finalement c'est l'outil qui va prendre votre code que vous allez écrire dans une syntaxe particulière à Svelte, qui est propre à Svelte dans des fichiers d'extension .svelte, comme c'est mis ici sur l'image. Et Svelte, c'est simplement l'outil qui va prendre ce code-là et le traduire dans des instructions JavaScript, du code JavaScript optimisé pour votre navigateur. On a une espèce de phase de transpilation, un peu comme peut le faire du TypeScript. TypeScript, prend votre code, le compilateur TypeScript prend votre code TypeScript, et le transforme en JavaScript, du code qui va pouvoir tourner dans le navigateur. Svelte, c'est un petit peu ça. Et donc, ça va avoir plusieurs avantages, et notamment
le fait d'avoir cette étape de compilation, qui est du coup une étape de compilation qui se fait lors de la phase de build, c'est pas quelque chose qui va se faire dans le navigateur. Donc au final, le navigateur il va avoir moins de traitements à faire, moins de choses à faire. Et la conséquence directe de ça, ça va être la taille de l'application et déjà la taille de la partie runtime des frameworks. Aujourd'hui, quand vous faites du web, quand vous faites du React, quand vous faites du Vue.js, du Angular, peu importe le framework, aujourd'hui ces frameworks-là travaillent dans le navigateur, ils travaillent au runtime. Donc, dans votre application, au final, vous avez quelque part votre code métier qui cohabite, donc le code que vous avez écrit, qui correspond au formulaire que vous avez besoin de faire, etc. Vous avez ce code métier-là qui cohabite avec, à côté, le code du framework. Et c'est l'ensemble qui fait que votre application marche. Votre code que vous avez écrit a besoin du code runtime, du code du framework pour pouvoir fonctionner. Et du coup, la spécificité de Svelte, c'est de se dire, on fait tout avant, lors d'une phase de build sur le poste du développeur, et après, du coup, la partie runtime, elle est minime. Elle est minime et ça se voit ici sur les chiffres qu'on a là. Svelte, c'est moins de 3 kilobytes. La partie runtime dans le navigateur, quand on compare à du React, à du Vue.js, on dépasse les 100 ou 80 côté Vue.js. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer comment ça se passe. On va rentrer un petit peu plus dans les détails après. Si on va encore un petit peu plus loin dans les conséquences, on l'a dit, la partie runtime finalement, elle est très réduite. D'ailleurs, je vais aller vous la montrer après. Mais la partie runtime du framework, on va quand même l'appeler framework pour le coup, pour pas trop se mélanger les pinceaux, mais elle est très réduite. Et du coup, derrière, la taille de votre application, elle est forcément aussi réduite. Pour le plus flagrant, on va dire, c'est pour un Hello World où vous allez écrire un tout petit peu de code. Et la proportion de code embarqué par React ou par Vue, proportionnellement au code que vous avez écrit dans une application, c'est quand même assez gros. Vous faites un Hello World en Vue.js, c'est en Svelte, c'est extrêmement réduit parce que vous avez écrit très peu de code et le code de Svelte, il est extrêmement faible aussi, enfin il y en a très peu. Et derrière, on a un autre point, ce qui est la réactivité. On va y revenir un peu après parce que ça nous permet justement, cette phase de build, d'optimiser certaines choses en plus de la taille du bundle, de la taille de l'application. On va pouvoir optimiser un certain nombre de choses lors de cette phase de build, notamment la partie réactivité dont on va parler après. On a mis un petit logo Hello Green World ici parce que le Brestcamp est cette année sur le thème du green. Et forcément, ça a un impact aussi. Aujourd'hui, on cherche, quand on réfléchit éco-conception, etc., à avoir le moins de code possible à télécharger par nos utilisateurs, des applications les plus légères possibles. Forcément, vous imaginez là que quand vous faites du Svelte, vous téléchargez déjà pas le framework comme vous le faites en React ou en Vue.js, donc on a déjà une petite économie en termes de taille. Je vais basculer dans le... Hop, le micro ne va pas me gêner. Je vais basculer juste dans la partie runtime. Donc là, on va aller dans le code de Svelte. Je vais zoomer un peu. Je pense que ça va aller comme ça. Juste pour vous montrer la partie runtime et pour vous dire qu'elle est, je vous l'ai dit, vraiment très petite. Et en plus d'être très petite, il n'y a pas vraiment de code extrêmement intéressant, on va le dire comme ça. Si je vais dans les sources, donc là on est dans le repo GitHub de Svelte, on a la partie compiler, donc c'est le compilateur, c'est le gros de Svelte. On a des choses qui sont partagées, et puis on a la partie runtime, c'est ça qui va nous intéresser là en l'occurrence. Là-dedans, on va aller regarder, par exemple dans internal, on a quelque chose qui permet de manipuler le DOM. Et ce que je vous montre là, en fait, sur la partie DOM, c'est un petit peu partout pareil dans la partie runtime. En fait, Svelte, ce qu'ils ont fait dans la partie runtime, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de code, c'est qu'ils ont essayé d'abstraire un petit peu les API du navigateur au cas où, je ne sais pas, il y a des choses qui changent dans les API, qu'eux, ils aient une petite couche d'abstraction derrière qui leur facilite aussi la vie quand ils vont développer. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette partie DOM finalement, on peut voir des fonctions comme, ici, c'est pas très intéressant, append, voilà, des choses comme ça. En gros, quand on manipule le DOM, on peut prendre des nœuds HTML et rajouter des nœuds HTML à l'intérieur. C'est la fonction append_child. Okay, en gros, ils ont abstrait ça dans une autre fonction qui s'appelle append, à qui on passe deux nœuds HTML, on prend le premier, on rajoute le deuxième dans la première. Finalement, c'est que des choses comme ça. On peut regarder un petit peu plus loin, on doit avoir d'autres exemples. Le détache pour supprimer un nœud HTML. Voilà, vous comprenez bien derrière que c'est rien de très compliqué. Créer un élément, tiens, ça c'est intéressant, on le verra tout à l'heure. On a une fonction element qui permet juste de créer un élément
HTML qui ne fait rien d'autre qu'appeler un document par createElement. C'est du natif HTML, c'est des choses qui marchent très bien, c'est l'API du DOM. Voilà pour vous dire que la partie runtime de Svelte, elle existe, mais elle est très petite et c'est que des choses comme ça. Donc voilà sur les conséquences, on vous l'a dit, ça va être au final plus petit. On va parler maintenant un petit peu de ce monsieur-là, c'est Rich Harris. Rich Harris qui est le créateur de Svelte. On va commencer par parler un petit peu du New York Times, et c'est intéressant parce que l'idée vient de là-bas et vient de lui là-bas quand il y bossait. Donc il y a quelques années, il travaillait au New York Times, il était Rich Harris Graphics Editor, c'est-à-dire qu'il était là pour faire beaucoup d'infographies. Toutes les cartes des États-Unis que vous pouvez voir avec, je ne sais pas, le taux de vaccination dans tel État, etc. Ces cartes-là interactives vont avoir beaucoup de points, beaucoup de pourcentages qui vont être affichés, des choses assez complexes comme ça. Bah, lui, il travaillait sur ces cartes-là. Et ce sont des cas, d'un point de vue technique, quand on fait du développement en front-end, quand on fait de l'infographie, eh bien, on a des besoins de performance qui sont assez forts. Pourquoi ? Parce que potentiellement sur une carte, sur un graphique, eh ben, on va afficher des milliers de points et on va mettre un nouveau filtre pour dire bah, je veux filtrer sur, je sais pas, les personnes sur la carte des États-Unis qui ont entre 39 et 43 ans. Hop, ça va faire bouger plein de choses, potentiellement on va y avoir des animations, etc. Donc là, on a plein de points qui bougent, on a des besoins de performance de rendu qui sont assez fortes. Et c'est pourquoi Rich Harris a créé Svelte. Parce qu'à ce moment-là, quand il avait ces besoins-là de performance vraiment fortes pour faire ses infographies, bah, tout simplement, il s'est dit les outils que j'ai aujourd'hui à disposition ne me permettent pas d'avoir suffisamment de performance. C'est pour ça qu'il est parti dans la création de ces outils-là. Et on vous a mis ces outils-là aussi qui sont 3 autres librairies, frameworks, outils qu'il a créé, pour vous montrer un peu que Rich Harris, finalement, c'est plutôt le genre de gars où quand il a un problème avec des technos, bah, finalement, il crée la techno qui lui manque, quoi. Donc, de gauche à droite, vous avez Reactive, qui est un framework, une librairie de composants qu'il avait créé il y a quelques années, qui n'a jamais trop pris. Au milieu, vous avez Bubbly, qui est un espèce de Babel-like, un transpilateur. Et puis à droite vous avez Rollup qui est peut-être son projet après Svelte qui est le plus connu, qui est un module bundler, un peu comme un Webpack, chose comme ça, qui est encore pas mal utilisé, qui était avant utilisé d'ailleurs dans Svelte, qui ne l'est plus, on en reparlera après. Et maintenant, Rich Harris, depuis l'année dernière, depuis novembre 2021, il est arrivé chez Vercel, que vous connaissez peut-être, et c'est une nouvelle assez importante dans l'écosystème Svelte. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est le message qu'on vous a mis en bas là. Il est maintenant à temps plein dédié à son travail sur Svelte. Avant, je vous l'ai dit, il était graphics editor et il avait besoin de Svelte. Il a créé Svelte et il le maintenait. Il y a une communauté open source qui s'est créée et qui est venue l'aider. Mais il n'était pas à temps plein dessus. Il n'y avait aucun contributeur à temps plein sur Svelte. La hype est arrivée autour de Svelte. C'est devenu de plus en plus utilisé. On l'a vu sur les graphics au démarrage. Et maintenant, eh bien, il est arrivé chez Vercel pour travailler dessus à temps plein et ça va faire beaucoup bouger les choses dans l'écosystème et il y a déjà pas mal de choses qui bougent un petit peu. Point assez intéressant là-dessus, on vous a mis le lien vers l'article que vous pourrez aller regarder si vous voulez. D'un côté Vercel, c'est certainement aussi un coup de com', hein, mais c'est aussi une volonté pour eux de dire qu'ils soutiennent les projets open source et qu'ils ne sont pas là pour changer la gouvernance autour de Svelte. Ils ont bien dit, Rich Harris, on l'embauche pour qu'il travaille sur Svelte, mais la gouvernance elle reste entre ses mains et entre les mains de la communauté open source. Ce n'est pas Vercel qui va décider de ce qui va se passer dans les prochaines versions de Svelte. Voilà, c'était important à dire. On avance maintenant un petit peu sur l'historique. On pose toujours un peu le contexte avant de présenter plus en détail les fonctionnalités. Svelte, on vous l'a dit, c'est depuis 2019 finalement que ça commence à prendre, ou en tout cas que les gens en parlent. Mais en réalité, c'est pas si récent que ça. La première version date de 2016. On vous a mis ici magiquement le framework disparaît parce que c'est à ce moment-là que Rich Harris fait le constat justement que les frameworks ils travaillent trop au runtime. Dans son article, on vous a mis le lien ici, il explique que finalement pour lui on a trop de code et notamment trop de code JavaScript qui est envoyé aux utilisateurs.
il fait la comparaison entre télécharger 100 kg d'images et 100 kg de JavaScript. Et il dit beaucoup de développeurs cherchent à optimiser la taille des applications et en se disant que 100 kg d'images ou 100 kg de JavaScript, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est pas la même chose parce qu'il explique que quand on télécharge le JavaScript, en fait, le boulot, il n'est pas fini. Il faut après parser le JavaScript, l'interpréter, le runner, etc. Donc, il y a encore du travail supplémentaire qui est demandé finalement au navigateur. Et donc, il commence à se dire, bah voilà, est-ce qu'on ne ferait pas des frameworks sans framework? Et il imagine, là, c'est la petite cote qu'on vous a mis en dessous, il imagine qu'en 2018, donc 2 ans après l'écriture de son article, il se dit que les développeurs front-end auront arrêté de jouer avec des frameworks qui fonctionnent au runtime. Donc voilà, l'idée est née à ce moment-là, et il a sorti la version 1. La version 2 est arrivée 2 ans plus tard, 2018. C'est pas une version hyper intéressante dans le sens où c'est pas cette version-là qui a fait parler de Svelte, pas eu de changement majeur non plus, quelques changements syntaxiques sur la façon dont sont fait des choses, notamment les propriétés calculées, les computed qui parleront peut-être à ceux qui font du Vue.js par exemple. C'est des changements syntaxiques majoritairement qui ont eu lieu. Et pas très longtemps après, 2019, c'est la version 3 qui est arrivée, et c'est cette version 3 qui a fait parler d'elle, notamment avec cet article de blog là, le Rethinking Reactivity, une vidéo aussi, un talk que Rich Harris avait fait au même moment où il expliquait ce que c'était la réactivité. Dans cette version 3 de Svelte, il y a 2 choses, et on va revenir sur ces 2 choses, qui expliquent le pourquoi, la hype, parce que l'idée finalement du framework sans le framework, on l'a vu, c'est pas si nouveau, Svelte ça date de 2016, mais pourquoi c'est cette version-là qui finalement a fait que Svelte a enfin pris. Donc il y a 2 choses, il y a la réactivité. La réactivité, on va la voir un peu plus en détail après, donc je passe sous silence pour le moment. Et la deuxième chose, c'est la syntaxe de Svelte, où pareil, dans cet article de blog-là, Rich Harris, il dit que pour lui, les développeurs passent aussi trop de temps à écrire du code, en tout cas trop de code qui paraît un petit peu inutile, trop de boilerplate, on appelle ça comme ça en général. Il se dit qu'il faudrait raccourcir un petit peu la syntaxe, la faire un petit peu plus concise pour que les développeurs aient plus de temps pour faire des choses plus intéressantes, de l'optimisation, du refactoring. Là, il le dit ici aussi, des fonctionnalités qui sont plus importantes ou simplement aller faire autre chose et aller prendre l'air ou arrêter de passer du temps devant son ordinateur. Donc ça, c'est un peu le constat de base qui l'amène à se dire, dans cette version 3, on va faire une version qui va être beaucoup plus concise en termes de syntaxe. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui paraissent un peu magiques, c'est très concis et ça paraît un peu magique, mais bon, finalement, c'est ce qu'il voulait faire. Quoi de mieux qu'un exemple et un comparatif avec du React et du Vue.js, par exemple, pour vous montrer ça. Vous avez ici des exemples qui sont relativement simples. On a 2 inputs de type number et on a un état dans un composant. On peut changer la valeur dans ces inputs de type number. Ça va mettre à jour notre état et on affiche dans une balise P en bas la somme des 2 valeurs. On a des choses ici qui pourraient être optimisées, c'est pas forcément très à jour avec les dernières versions de React et Vue.js, mais c'est pas là qui est l'important. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de code, notamment côté React par rapport à du Vue.js. Côté Vue.js, on a du binding bidirectionnel là, avec la propriété vModel, qui fait que on n'a pas besoin d'avoir les handle change comme on peut avoir dans la version React. Donc on a quelque chose qui est plus concis. Et dans Svelte, on a quelque chose qui est encore plus concis, où là, pareil, on a du binding bidirectionnel, c'est le bind de 2 points, l'équivalent du vModel en Vue.js. Par contre, ce qui change, c'est pour déclarer l'état du composant, là, on a quelque chose qui est encore plus concis et qui, pour Rich Harris, a un intérêt parce qu'il va réduire la charge cognitive des développeurs qui vont passer sur ce code-là, qui vont avoir plus de facilité à comprendre le code. Donc, vous voyez qu'avant, on déclarait des useState en React, par exemple, pour déclarer un état et mettre des variables dedans. Il y a quand même pas mal de code, un tableau, une fonction à appeler, etc. Côté Vue.js, ici, on a un objet qu'on exporte, export default, dedans on a un data, dedans on a une fonction, à l'intérieur on return un objet. Finalement, en Svelte, tout ce qu'on fait, c'est on déclare 2 variables et tac, notre état il est fait. Et donc ça paraît un petit peu magique et c'est la syntaxe qui est appréciée, en tout cas des développeurs de Svelte, c'est d'avoir beaucoup moins de code à écrire pour faire des choses assez simples.
On va rentrer un peu dans le cas d'usage. Comme je vous le disais au démarrage, on fait aussi un lab, un TP, un exercice pratique autour de Svelte. Et donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est un calculateur d'IMC pour devenir Svelte avec Svelte. Et puis aussi pour voir la partie layout, les pages, le chargement de données, etc. Faire une page de recettes qui va nous afficher des recettes LC pour pouvoir être beau sur la plage cet été. Hop, petit tour de la syntaxe très rapidement, et après Patrice va vous faire une démo dans notre projet justement de à quoi ça ressemble. Là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble un fichier d'extension .svelte. Finalement, c'est un fichier qui semble valide d'un point de vue, enfin un fichier HTML qui semble valide. On met derrière une extension .svelte pour permettre au compilateur de Svelte, dans son mécanisme interne, de comprendre que ces fichiers-là, ils doivent être interprétés comme des fichiers Svelte et que potentiellement on aura dedans de la syntaxe Svelte qui ne va pas être de la syntaxe valide HTML ou JavaScript et qui va devoir interpréter. Donc ça se décompose en 3 parties. La première, c'est le script. Dedans, on va définir l'état de notre composant, on va mettre des règles métiers, etc. On a du style après, c'est classique. Et puis en dessous, la partie suivante, c'est le template. C'est ce qu'on va vouloir afficher à l'écran. Vu qu'on est dans une librairie orientée composants, les composants en général, ils ont des entrées, ils ont des sorties. Donc un composant, il prend des paramètres en entrée. On a vu tout à l'heure que pour définir des propriétés, on définit juste une variable, on fait un let poids par exemple ici. Et pour en dire que cette propriété, cet état, c'est un paramètre, on rajoute juste le mot-clé export dedans, et ça va permettre aux composants qui sont au-dessus de passer une valeur à ce composant là en dessous. Donc comme c'est utilisé en dessous là, le composant IMC, il est appelé avec poids à qui on passe une valeur de 100. Là, c'est un exemple plus complexe, je ne rentre pas spécialement dans les détails, on va le voir après. Mais on peut faire du conditionnel, on peut faire des boucles dans le template, comme vous faites en JSX par exemple, pour ceux qui font du React. On a un peu de sucre syntaxique pour utiliser du CSS, etc. Et comme je vous le disais, double binding, on l'a vu déjà un petit peu avant. Le bind de point value sur un input va nous faire un binding bidirectionnel pour que ça aille dans les deux sens. On modifie dans le code, ça modifie l'élément HTML, on modifie l'élément HTML, ça remonte dans le code, dans l'état du composant. On va passer dans le Code Lab et je vais laisser la main à Patrice. Donc là, vous avez l'URL du Code Lab. Donc si vous voulez en fait le faire en même temps, n'hésitez pas à copier l'URL. Donc je laisse quelques minutes. Et donc on le remettra après sur Twitter et vous pourrez en fait le faire chez vous. Si vous avez besoin. Hop. Alors, du coup, on va arriver sur notre projet. Donc là, sur notre projet, on a notre fichier. Dans SRC, on retrouve nos fichiers. Donc là, on est dans un composant Svelte dans lequel j'ai commencé à écrire juste un premier composant qui fait le Hello World. Donc on peut en fait remplacer. D'abord, on peut voir la page qui s'affiche comme ça. Et donc, comme tous les frameworks, maintenant, on a le hot reload. Donc si jamais je remplace, en fait, il a directement rechargé et j'ai déjà ma page qui est mise en ligne. Donc là, l'idée, c'est qu'on va créer un premier fichier. Donc, on va créer notre fichier qui va afficher le calcul de l'IMC. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir dedans un premier composant qui va afficher votre IMC et de 20, par exemple. Et donc, après, je veux pouvoir l'afficher dans ma page. Donc, je vais simplement faire l'importer. Donc, j'ai fait un import de mon fichier.
il l'a importé, il l'affiche. Et donc là, du coup, mon composant, il s'affiche. Bon, il n'est pas très dynamique, donc il va falloir qu'on ajoute des paramètres. Donc, on va mettre du script. Donc, même si on est dans une syntaxe Svelte, en fait, on écrit du JavaScript avec la syntaxe JavaScript qui existe. Et on peut même faire après du TypeScript si on veut. Mais du coup, enfin voilà, Svelte, c'est pas un nouveau langage. C'est du JavaScript. La syntaxe, c'est simplement d'avoir ce fichier avec le HTML, le template, la syntaxe de template et notre code. Donc là-dedans, je vais pouvoir mettre deux variables. Donc on va mettre le poids et la taille. Et maintenant, l'idée, c'est que je vais l'afficher. Donc la formule de l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. Alors, taille avec deux L, ça sera mieux. Et donc, là, ce que j'ai la syntaxe avec les accolades, c'est simplement, c'est à cet endroit-là que va s'imprimer le contenu. Donc, je vais remplacer après par le calcul ici. Et donc là, je peux mettre une syntaxe comme je veux. Donc, on a dit, c'est poids divisé par taille au carré. Et donc, on affiche que deux caractères, deux chiffres après la virgule. Et donc là, maintenant, ça rafraîchit, on a affiché les choses. Là, on a des variables qui sont dans notre composant. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus dynamiques, donc qu'ils viennent, que ce soit un composant, on peut lui passer des paramètres. Donc pour faire passer des paramètres à notre composant, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit juste en fait d'exporter nos variables. Et donc à ce moment-là, on indique que cette variable-là peut être mise à jour à l'extérieur. Et donc si on revient dans notre première page, là, on va pouvoir en fait lui passer les valeurs. Et donc là, on voit bien que du coup, il a bien pris ces valeurs-là pour les afficher. Maintenant, dans notre composant, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est d'avoir la taille d'indiquer un message en fonction de l'IMC, dans quel état on est. Donc, l'IMC, si on est en dessous de 18, on va dire qu'on est en général plutôt maigre. Si on est au-dessus de 25, on va dire qu'on est plutôt en surpoids. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est un indicateur statistique. Et ce n'est pas parce que vous avez un IMC en dessous ou au-dessus que vous êtes forcément maigre ou en surpoids. C'est vraiment un truc qui est statistiquement, en général, c'est ça. Après, voilà, ceux qui font plus de sport, qui sont musclés, ils peuvent avoir un IMC plus important sans être forcément en surpoids. Alors, du coup, l'idée, donc, c'est qu'on va pouvoir mettre un if, et donc on va pouvoir ici... si on va juste IMC, reporter le calcul ici. Donc si IMC est inférieur à 18, on va afficher un texte. Donc le else.
Alors, j'ai oublié le cas. Et donc là, bon, du coup là on est svelte, c'est bon. Si on veut pouvoir rajouter du style, donc comme on l'a vu, on va pouvoir en fait rajouter ici nos différentes balises. Donc je vais simplement ajouter le style. Directement. Les correctifs du coup sont dans les TP. Hein. Il y a tout qui est affiché dans les TP. J'ai trouvé une copie. Alors donc là du coup on voit qu'on a créé des classes. Donc nos classes elles sont ici pour afficher en différentes couleurs. On a aussi des classes pour dire si on est mince ou gras, on va changer en fait la police de caractère pour augmenter ou diminuer. Et donc là on a en fait une variable qu'on va pouvoir dire un booléen. Et si cette variable-là, on affiche la classe sin. Donc ça, en fait, du coup, on est dans un raccourci syntaxique qui nous permet de dire, en fait, mets la classe sin si la variable booléenne sin est true. Donc ça nous permet vraiment d'écrire du code assez rapide. Donc là, du coup, on a toujours le résultat qui s'affiche. Donc maintenant, jusque-là, on n'a toujours que des valeurs en dur. L'idée, ça serait de pouvoir permettre à l'utilisateur de modifier. Donc pour cela, on va créer un formulaire. Donc on crée un nouveau fichier. Et donc là, on va mettre le formulaire. Donc c'est pareil. Je vais copier le code du formulaire parce que c'est pas intéressant de l'écrire. Donc on a notre formulaire avec nos champs input poids, nos champs input taille. Et donc c'est pareil, on a nos variables pour les récupérer. Là pour l'instant, les valeurs ne... Alors, il me manque encore d'afficher mon formulaire. Donc là, maintenant, j'ai mes variables qui ne s'initialisent pas. Ah si, c'est initialisé à 0. Donc du coup, si je les mets à une valeur, donc on a bien vu qu'en fait, j'ai modifié la variable et ça bindé d'un côté. Mais si je modifie, ça ne change pas là. Donc il va falloir qu'en fait, je m'abonne sur le changement. Donc pour cela, je vais pouvoir en fait écouter l'événement input du DOM, donc on input, et là je vais pouvoir écrire mon code. Et donc là on voit en fait il nous permet de récupérer cette valeur-là. Donc maintenant si je fais ça, on voit bien que ça se met à jour. Mais comme on l'a dit, Svelte nous permet d'avoir des syntaxes toujours plus simples. Donc en fait, je peux directement faire un bind value égale poids.
Et donc en fait, ça va me faire directement le double binding sur mes éléments. Donc si je reviens, j'ai toujours ça qui s'affiche bien. Et ça... Mais là maintenant, on est dans notre composant forme. Notre idée, c'est de maintenant le faire passer à notre autre composant, les données. Donc là, on va aussi utiliser le double binding pour faire remonter la donnée à notre composant parent et après la faire redescendre au composant IMC. Donc, comme on l'a vu, pour faire le binding, on va mettre le export des deux côtés. Et du coup, dans notre composant parent, ici, on va pouvoir en fait se binder sur le poids et la taille. Donc, il nous faut d'abord créer les deux variables. Et donc, là ici, du coup, j'ai bindé le résultat sur la variable du parent qui rebind après à l'IMC pour faire passer. Du coup, si on enregistre, il nous montre qu'en fait, on a une syntaxe plus simple parce qu'au lieu de faire poids égale poids, entre accolade poids, on peut directement mettre accolade poids pour dire qu'on veut passer cette variable-là directement. Et donc là, maintenant, à partir de ce moment-là, on peut récupérer les données. Par contre, on voit que du coup, notre calcul d'IMC ne fonctionne plus. Parce que du coup, il prend le poids et la taille, mais il n'est pas mis à jour. Ah oui, parce que là, ce n'est pas initialisé. Et donc, on voit bien qu'en fait, nos variables en dessous ont bien été modifiées, mais l'IMC n'est pas modifié. Et donc, c'est là qu'on vient dans la syntaxe réactive. Donc, je vais laisser Anthony parler de ça. Oui, on va passer sur la partie réactivité. Du coup, ce qu'on a vu là, c'est que si on résume très rapidement, Svelte, c'est pas un framework, on le range plutôt dans la catégorie des compilateurs. Pourquoi ? Pour enlever du poids au runtime et faire pas mal de choses avant, lors de cette fameuse phase de build. Et on a aussi la partie syntaxe qui se veut très concise, la plus simple possible. Patrice vous l'a montré. Svelte est bourré de sucres syntaxiques qui nous permettent de faciliter des écritures et qui permettent d'écrire le moins de code possible. La deuxième chose que la partie compilation de Svelte nous apporte, c'est de faire des optimisations lors de cette phase de build. Et d'un point de vue optimisation, on peut aller jouer avec ce qu'on appelle la réactivité. Donc la réactivité, c'est quoi ? C'est grosso modo ce qui se passe quand un utilisateur va venir faire une action sur l'interface, par exemple, cliquer un bouton, bouger un slider, etc. Et on va avoir quelque part dans le code de notre application un morceau de code JavaScript qui va réagir en conséquence, qui va mettre à jour un état d'un composant de l'application, peut-être de plusieurs composants. Et derrière, on va provoquer un nouveau rendu. Et sauf que la problématique là-dedans, c'est qu'on n'a pas toujours de nouveaux rendus à re-rendre, donc il faut faire un certain nombre de calculs pour savoir si ce changement d'état, quel est l'impact sur son application d'un point de vue visuel, doit-on rendre un nouvel écran à l'utilisateur ou pas. Et donc la réactivité, c'est ça. C'est bien expliqué dans cette image-là, où en gros on a l'interaction de l'utilisateur, c'est bouger un slider, derrière ça fait quoi ? Ça met à jour un premier état, enfin en tout cas une variable JavaScript, qui est le slider val, donc la valeur du slider. Derrière, on a la font size qui est branchée directement sur cette valeur-là, qui est juste, en gros, vous voyez ici, c'est très simple, hein, c'est la taille plus le px derrière pour définir la taille de la font dans l'application. Et donc là, on voit que quand ça change, et vu que c'est la taille de la font qui est changée, on doit provoquer un nouveau rendu dans le navigateur pour l'utilisateur. Donc là, on va parler un petit peu des différentes approches, de comment ça se passe dans Svelte, de comment ça se passe dans les frameworks traditionnels, on va les appeler comme ça. Dans React et dans Vue notamment, c'est intéressant parce qu'ils fonctionnent de la même façon, basé sur un système qui s'appelle le Virtual DOM.
Alors, qu'est-ce que c'est le Virtual DOM? C'est en gros une représentation sous forme d'objet JavaScript du vrai DOM. Le vrai DOM, c'est ce qui constitue votre page HTML, votre document HTML. C'est l'imbrication des différents nœuds, des divs, des buttons, des UL, LI, peu importe, toutes les balises HTML qui constituent votre document. Donc pourquoi on passe par une représentation sous forme d'objet JavaScript? Parce qu'en fait, consommer l'API native des navigateurs, l'API du DOM, aller chercher les éléments, les modifier, c'est quelque chose qui est assez coûteux pour les navigateurs. Donc on va dégrader les performances à partir du moment où on va aller faire beaucoup de sélection d'éléments HTML et beaucoup de modifications. Du coup, l'intérêt d'avoir un objet JavaScript qui représente cette version-là, c'est de se dire que quand on va avoir la reactivity qui va être déclenchée, donc un nouvel état de notre composant dans notre application, on crée une nouvelle version sous forme d'objet JavaScript de ce que devrait devenir notre DOM, le vrai DOM. On compare cette nouvelle version avec l'ancienne version, et seulement si on détecte des différences, là il y a un algo qui joue entre les deux pour vérifier ce qui se passe, seulement et si seulement on trouve des différences, alors à ce moment-là on va faire un nouveau rendu pour l'utilisateur. Il y a une petite différence entre la façon dont fonctionne cette partie réactivité côté React et côté Vue, c'est simplement sur le moment où la réactivité va être déclenchée. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit lancer tout le processus de je crée mon ancien Virtual DOM, enfin mon nouveau Virtual DOM, je compare à l'ancien, etc. Dans React, on l'a vu dans les exemples un petit peu avant, il y a des use state là, donc c'est ces modifications d'état là, c'est à ce moment-là, quand on va faire ces modifications d'état de composants, que React va lancer sa boucle de comparaison de Virtual DOM. Côté React, Vue, ça se passe un tout petit peu différemment. Eux, ils ont redéfini les getters et les setters sur les propriétés qui constituent l'état d'un composant. Et en gros, comme ils ont surchargé les getters et les setters, quand on appelle le setter, derrière, ça appelle une autre fonction dans le cœur de Vue.js qui déclenche ce fameux processus de Virtual DOM. C'est la toute petite subtilité entre les deux. Le message là, il est assez important, c'est de vous dire que le Virtual DOM, c'est quelque chose qui est rapide, qui est suffisamment rapide en tout cas pour peut-être 90-95% des applications qu'on a à développer tous les jours en tant que développeur web. C'est quelque chose qui est très bien optimisé, qui fonctionne très bien. Si vous avez des problèmes de performance dans vos applications React ou Vue, c'est certainement pas à cause de ça, c'est peut-être plus de votre côté qu'il y a un souci, peut-être d'un point de vue conception, on va dire, mais c'est pas le Virtual DOM. Là où où on peut voir les limites, c'est justement, et je rebondis sur la partie Rich Harris, New York Times, c'est quand on va avoir des besoins de perf assez forts, beaucoup de points affichés, beaucoup d'animations, et donc là on a besoin de performances de rendu qui vont être fortes. Et là le Virtual DOM, il montre un petit peu ses limites. Ces opérations de comparaison de l'ancien Virtual DOM au nouveau, ça finalement quand on a beaucoup d'éléments qui changent, ça devient assez coûteux. C'est là que la réactivité dans Svelte, elle arrive, et on va le voir, elle a été replacée dans le langage et elle a été replacée lors de la phase de compilation. On va profiter de la phase de compilation pour savoir quels sont les nœuds HTML qui sont directement impactés par telle ou telle modification d'état. Ce qui veut dire que les calculs, on va presque les faire avant, dans cette phase de compilation. Je vais vous montrer après plus en détail, ça va mieux vous parler. Et côté runtime, en fait, on n'a plus de modifications à faire. On aura juste des trucs qui vont nous dire « Ok, c'est tel état qui a changé, c'est tel nœud qui doit changer. » Et on n'a plus d'opération de comparaison, finalement. Le déclenchement de la réactivité, dans Svelte, c'est basé sur l'assignement de variables. Donc c'est au moment où on assigne une variable, on lui donne une nouvelle valeur, et à ce moment-là, on déclenche le processus de réactivité, qui est beaucoup plus simple, et on va le voir après. Ça a fait réagir certaines personnes dans l'écosystème au moment où c'est sorti, notamment Evan You, vous connaissez peut-être, qui est le créateur de Vue.js. Il avait dit ça, il avait dit qu'il trouvait ça un petit peu bizarre de déclencher que ce soit l'assignement des variables qui déclenche tout ce processus-là. J'ai trouvé ce tweet drôle parce que Rich Harris avait répondu en mode c'est assez marrant venant de la personne qui a décidé de wrapper tout dans des getters et des setters côté Vue.js. Voilà, juste pour dire que ça troll un petit peu, mais qu'au final, on est dans un écosystème où on va piocher plutôt les bonnes idées des uns et des autres, et assez étrangement, si vous connaissez Vue.js et l'API de composition, ça ressemble très largement à ce qui se passe côté Svelte, et Evan You il a dit clairement qu'il s'est inspiré finalement de ce qui a été fait côté Svelte. Voilà un petit peu l'histoire.
Du coup, la syntaxe de réactivité en Svelte, ça aussi c'est un peu surprenant. Donc, ce qui va déclencher la réactivité, on l'a dit, l'alignement de variables, et il y a un symbole qui va nous faire dire qu'une expression elle est réactive. Et ce symbole-là, c'est le $2. En fait, c'est quelque chose qu'on voit jamais, qu'on n'utilise jamais, mais ça, c'est un nom en JavaScript. C'est ce qu'on appelle des label statements. Les label statements, c'est quelque chose que vous n'utilisez certainement pas. En tout cas, moi, je l'ai découvert quand j'ai découvert Svelte, comme beaucoup de développeurs, en fait. C'est ce qui permet, par exemple, de nommer une boucle. Vous faites des boucles for dans votre code JavaScript, vous pouvez les nommer, et après, quand vous faites un exit, enfin, vous voulez sortir d'une boucle, vous pouvez dire de quelle boucle précisément que vous avez nommé, vous pouvez sortir. Voilà. En gros, personne n'utilise ça. Et du coup, ce que s'est dit Rich Harris, c'est au lieu de créer un truc trop complexe, une nouvelle syntaxe, etc., on va subtiliser cette syntaxe-là, que personne n'utilise, que personne ne connaît. On va détourner son fonctionnement pour mettre la réactivité de Svelte derrière. Pareil, ça a fait crier un petit peu au démarrage, des gens qui disent bah, c'est quand même dingue de détourner un fonctionnement natif de JavaScript dans un truc qui, du coup, ne fonctionne plus dans Svelte. Mais en fait, ça marche puisque personne n'utilise jamais et personne ne connaissait ça. Ouais, je vais vous montrer les exemples avant. Donc, comment ça se passe ici? C'est pour dire que pour avoir une expression réactive, donc qui réagit à la modification d'un état, au lieu de mettre un let devant, pour dire, par exemple, dans l'exemple que vous a fait Patrick juste avant, on a vu que le calcul de l'IMC, il ne se faisait pas. On pouvait modifier le poids, la taille, le calcul de l'IMC ne se faisait pas après coup. Si on remplace le let par le $2, c'est ce qu'on va faire juste après, la propriété, la ligne devient réactive, et ça veut dire qu'à chaque changement d'une propriété qui est à l'intérieur, donc ici le poids et la taille, dès que ces variables-là vont changer dans l'état du composant, on va en quelque sorte rejouer la ligne pour recalculer la valeur de IMC. La même chose pour sin et bold, là, qui sont les classes qui vont nous permettre de savoir si on met en gras ou pas en gras le texte en dessous. Quelques tips, on peut faire des trucs sympas avec ça. Ça veut dire aussi que, par exemple, vous pouvez faire un $2 console.log d'une variable, ce qui veut dire qu'à chaque fois que cette variable-là elle va changer, vous allez avoir un console pour les adeptes du débugage au console.log, c'est plutôt pas mal. On peut mettre des conditions aussi, $if, une condition, si dans la condition il y a une variable, à chaque fois que cette variable à l'intérieur de la condition elle va changer, on va rejouer le if et puis potentiellement on va appeler la fonction doSomething ici. Live coding. Alors, live coding, on va d'abord aller ici pour vous montrer ce que ça donne. Je vais poser ça là. Je vais zoomer un peu parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose là. On est pas mal? On est bien. Alors, on est dans un exemple très simple ici. Ce que je vais vous montrer, on va mettre un input de type texte. On va mettre du texte dedans. On va mettre ensuite une variable qui est branchée sur la valeur qu'il y a dans cet input-là. Et on va voir ce que ça déclenche niveau réactivité. Donc, on va faire un input de type texte comme ceci. Bind de point value égale, on va mettre une variable qu'on va créer qui va s'appeler str, je vais en faire une autre. Et on va faire ça, on a notre input, très bien. Hop, on va afficher un truc en dessous ici, on va mettre notre str. Ok, ça marche. Donc là, c'est juste du binding bidirectionnel, hein. Rien d'incroyable, il n'y a pas de réactivité encore. On a juste notre propriété str qui est bindée directement. C'est vrai que je pourrais enlever mon name en fait ici, qui ne sert pas. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va créer une autre propriété qui va être... Alors, je vais faire autrement. Je vais mettre déjà du texte ici. On va mettre Basecamp. Et ce que j'ai envie de faire, c'est une propriété réactive qui va mettre, à partir de ce qu'il y a dans str, quelque chose en majuscule. Donc, je vais faire un let str up, qui est un str.to uppercase. Ok. On va l'afficher en dessous. Ça fonctionne. Ok. Quand l'état a été créé du composant, on a redéfini
on a défini ce qu'il y avait dans uppercase et puis on l'a calculé. Par contre, là, ça ne va pas marcher. Là, le binding, il marche. Par contre, notre propriété en dessous, elle n'est pas réactive, et c'est ce que Patrice vous montrait tout à l'heure avec l'IMC. Et à partir du moment où là, on va déclarer que ça devient réactif, hop, la magie de la réactivité apparaît, et du coup, là, ça marche directement. Ok. Donc ça, vous voyez le truc. Et ce qui est intéressant à voir, ce que je voulais vous montrer, c'est là, donc on est dans le REPL de Svelte. C'est en gros un petit environnement en ligne sur le site de Svelte qui vous permet de tester des choses en Svelte. C'est très sympa pour tester des choses. Et il vous propose, c'est pas très grand, mais si je fais comme ça, vous voyez encore ? Ouais. Il vous propose le JS Output. Donc quel est le code JavaScript qui va être sorti par Svelte après. Donc on a dit il y a une phase de compilation, donc vous écrivez votre code à gauche, Svelte passe dessus, fait une phase de compilation et derrière il vous sort du JavaScript. Et du coup ici, il vous sort ça, et en gros tout ça là, ces 115 lignes de JavaScript, c'est notre application, enfin qui est pas méchante, hein, mais qui est ce qu'on a sur la gauche là. Et ici on va déjà pouvoir voir des choses d'un point de vue réactivité, vous allez comprendre un petit peu, j'espère, la puissance de la réactivité ici. Au démarrage de ce code ici, on a une fonction createFragment qui est intéressante parce que c'est la fonction qui va créer tous les éléments HTML et même définir les espaces, etc., qui composent notre template HTML. Donc ici, si je reviens ici, on a un hello, un espace, puis une propriété, un point d'exclamation, une propriété qui ici est calculée. Hein. La même chose en dessous avec une autre propriété qui, elle, est réactive. Et donc, on va retrouver ici tous ces éléments. H10, T0, T1, etc. Hop, vous allez voir qu'on retourne une fonction create, enfin c'est create en gros, qui déclare tous les éléments. Et là, rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai montré le code de Svelte, la partie runtime, la partie je fais des éléments, il y avait cette fonction element qui faisait juste des documents pour un create element. C'est exactement ça qu'on appelle ici, c'est ça la partie runtime de Svelte. Donc là, on crée un élément H1, on crée un élément textuel hello, espace, etc. Et on a des éléments dans lesquels on va avoir quelque chose qui va être variable. Donc ici, des éléments qui viennent du contexte, qui viennent donc de l'état du composant. Donc on stocke tout ça. Ça, c'est la fonction qui permet de tout monter dans le nœud racine de l'application. Et après, ce qui est intéressant, hop, tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est cette fonction-là. Cette fonction-là, P, qui en gros est appelée à chaque fois que la réactivité est déclenchée, donc par une assignation de variables dans le contexte, dans l'état du composant, on va appeler cette fonction-là. Cette fonction-là, elle prend un contexte avec les nouvelles valeurs dedans. Et en gros, ici, on va regarder si c'est dirty, en gros, si on doit aller faire des mises à jour ou pas de l'état. Et on va appeler une fonction setData. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est pareil, elle est dans la partie DOM du code source, qui prend juste un élément HTML et qui met le contenu à l'intérieur. Et en gros, c'est ça. Et ici, on sait typiquement que quand c'est l'élément 1 qui est modifié, c'est l'élément HTML T1 qui doit être modifié. Je ne sais pas si vous voyez la logique, mais ça veut dire que dès qu'on a le déclenchement de la réactivité, Svelte sait exactement quel est le nœud HTML qui doit être modifié. On n'a pas besoin de recréer un arbre HTML et de comparer à l'ancienne version. On sait quel nœud doit être modifié. Et donc là, voilà, on a fait une modification, on sait que telle variable dans notre état a été modifiée, on sait que c'est le nœud T1 qui doit être modifié, et on lui donne le CTX de 0 qui est cette nouvelle variable. Ok ? Voilà pour voir un peu à quoi ça ressemble. Du coup, on va faire la même chose maintenant côté de notre application. Je vous l'ai dit, hop, je vais revenir ici. Ce qui se passe, c'est que là, c'est pas réactif au niveau du calcul de l'IMC. Vous voyez qu'on reste à 39,5. On est un peu en surpoids. Pardon ? Ah, que s'est-il passé ? Petit problème technique.
Le big effet démo. Du coup, en attendant, si vous avez des questions, Oui, je vais y répondre. ça peut être le moment, oui, en effet. Oui. Ah, il y a le micro qui arrive. Ouais. Est-ce que c'est possible de gérer le fait que ce soit require blockchain? Alors, si tu ne mets pas de propriété de valeur par défaut, ça veut dire que c'est required. C'est ça la logique. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne ici. Pour C'est du Vite derrière. On va en parler derrière. Il y a un framework SvelteKit autour, par-dessus Svelte, et il y a du Vite. Et voilà, j'arrive, ça redémarre. Merci. C'est beau. Oui, On va prendre la question quand même. Ouais, vas-y. Oui, donc quand on a beaucoup d'éléments affichés, par exemple, on a une boucle avec beaucoup d'éléments, est-ce qu'il est capable de... Parce que là, on voit le pointeur, justement, le fait qu'il sait quel élément modifier. Est-ce qu'il y a moyen de traquer? Est-ce qu'il voit qu'il n'y a qu'une ligne qui a été modifiée, par exemple, dans une liste, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a ce genre d'optimisation? Ou est-ce qu'il repeint toute la liste? Non, il y a des optimisations comme ça. De la même manière qu'en React, quand tu fais des boucles, tu peux mettre... j'ai oublié comment ça s'appelle, tu peux mettre des trackers. Un track, quoi. Ouais. Pardon? Traqué par un attribut. Ouais, c'est savoir qu'un nœud, si sa valeur n'a pas été modifiée ou il a juste été réordonné, oui, il y a des optimisations comme ça pour ne pas recalculer et redessiner tout. Et pareil, lorsque les valeurs elles sont modifiées et qu'il y a un bind, est-ce qu'il y a des mécaniques de debounce quand il y a des calculs à faire ou est-ce qu'il brute force? Le debounce, c'est à toi de le faire. D'accord, ok. Ouais. Ça, par défaut, il n'y en aura pas. Ouais. Ok. Oui. Ouais. C'est pas une bonne pratique. On n'a pas dit que ce qu'on faisait c'était génial. Ouais, la question, je vais la répéter, c'était en gros là on peut passer des propriétés entre parents, enfants. Quand on a une grosse application, c'est pas forcément viable. Là, effectivement, on le fait sur un exemple très simple. C'est pas très bien. On va le voir après qu'il y a des mécanismes qui existent dans Svelte pour gérer un état de manière globale à l'application et ne pas avoir à passer des propriétés entre tous les composants. J'en avais une aussi. Au tout début, on faisait une comparaison de poids pour dire que Svelte, c'est plus léger, en tout cas ça ship quelque chose de plus léger. Ouais. Est-ce que c'est valable pour juste une petite application de démo ou est-ce que vraiment sur une très grosse application, c'est aussi valable? C'est marrant, cette question-là, on l'a systématiquement. Et c'est une bonne question. Et c'est vrai jusqu'à un certain stade. En fait, parce qu'au démarrage, Svelte est forcément... Il n'y a pas la partie runtime, donc c'est beaucoup plus léger. Par contre, dans le code que génère Svelte quand vous écrivez, il écrit un tout petit peu plus de code que quand vous faites du React. Donc il arrive un moment, mais on parle d'applications vraiment très grosses, je ne veux pas vous donner un nombre de lignes de code ou de composants, mais il y a un stade où effectivement, quand on regarde les courbes de taille d'une application React vue Svelte, il y a un moment où ça se croise, effectivement. Il y a un effet de seuil. Oui, il y a un effet comme ça. Alors après, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, notamment par Evan You, le créateur de Vue.js, qui prouvaient ça. Après, voilà, on croit, on ne croit pas, c'est avec son biais forcément en créateur de Vue.js. Donc voilà, mais c'est pas déconnant et c'est logique. Mais on parlait j'ai pas les chiffres en tête, mais d'une application vraiment conséquente. Quoi. Ok, merci. Ouais, on prend une dernière question et après on continue, on prendra à la fin.
Au niveau de la structure, enfin de l'arborescence de fichiers, donc là les composants que tu as créés sont tous au même niveau. Comment ça se passe quand tu as des sous-répertoires pour appeler les composants dans un composant parent? Ben, tu les appelles comme tu fais dans n'importe quel autre framework. En fait, tu peux descendre dans l'arborescence et importer tes composants d'en dessous. Tu peux faire des fichiers index.js qui t'exportent tes composants d'en dessous pour te simplifier l'import. Ou tu peux faire de la configuration Webpack ou Vite pour te mettre des alias, pour te dire quand j'importe des composants qui viennent de $, je ne sais pas quel nom, c'est directement importé depuis tel dossier, quoi. En fait, ça fonctionne là-dessus, ça fonctionne de la même façon que dans n'importe quel framework, quoi. J'espère que ça répond à ta question. À peu près. À peu près. Non, c'est juste que dans l'exemple, en fait, moi j'utilise Vue Ouais. et dans chacun de mes components, je fais un import justement de mon composant, ou alors effectivement dans le main.js. Là, tu fais un simple chevron forme chevron et tu as ton forme qui est Non, qui il est y a appelé. il y a l'import. Sur le code, il y a l'import. Je l'avais pas vu, pardon. Je pense Ok. que tu l'as pas vu, c'est parce que je l'avais pas vu. quand on l'a codé, ça a fait l'import automatique au-dessus. Et donc là, si tu es dans des répertoires, tu peux mettre un sous-répertoire comme ça. Ouais, du coup, ça s'explique bien. Ouais, on n'a peut-être pas vu l'import. Ok. On prendra des questions à la fin. On va enchaîner. Où est-ce qu'on en était? On était sur la réactivité et calculer l'IMC dans notre application. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Ça a tout fait planter. Cette fois-ci, on est bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop. Il y a un truc qui ne fonctionne plus. Là, du coup, tu mets les $. Ouais, mais il y a un truc qui ne fonctionnait plus. Donc là, on met le... Je sais pas ce qu'on a changé, bref, on va voir. On met juste le $2 point IMC, le $2 point à la place du LED pour dire que cette ligne-là devient réactive et ça va être, à chaque fois que l'état du composant va être modifié, on va repasser ici, on va recalculer l'IMC. De la même façon, on peut se dire que Sin et Bol, les classes en dessous, elles sont aussi réactives. Elles dépendent de quelque chose qui est dans l'état du composant, qui est l'IMC. Donc je mets un $2 point également ici et ici. Hop. Et normalement, là, on est pas mal et on a quelque chose qui est vraiment réactif. Notre IMC, il est recalculé à chaque fois. OK ? Et ça fonctionne. Et on voit aussi que les classes, ce qui est fait... plutôt que je bouge le poids, les classes... on va faire un truc comme ça. Les classes en dessous, elles le sont aussi. Hein. On passe en gras ou pas, suivant où est-ce qu'on est dans l'IMC. OK pour cette partie-là. Ensuite, ce qu'on veut faire, les syntaxes suivantes, je vous les ai montrées. On va passer à l'étape suivante. S'il y en a qui font le TP ensemble, on est à l'étape 11, si je ne dis pas de bêtises, 10, sur l'activité. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir afficher un historique de l'IMC pour jouer avec les événements. La façon de faire passer de la donnée entre les différents composants, on les a vus, c'est de passer en paramètres. On peut aussi faire remonter de l'information en envoyant des événements auxquels vont réagir les composants parents. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans notre formulaire qu'on a fait ici, là, je vais fermer ça, je vais baisser un petit peu ça. Dans notre formulaire, on va faire un bouton sauvegarder et on va faire en sorte que quand on clique sur ce bouton-là, l'information remonte au composant IMC parent et que ce composant-là, il prenne cette valeur d'IMC et il l'affiche dans un historique. Je ne sais pas si c'est très intéressant comme fonctionnalité, mais c'est ce qu'on va faire. Donc on rajoute un bouton très simple, on va faire sauvegarder. OK. On est dans un formulaire, donc là je peux faire un truc très simple qui est de dire je fais un on submit. Quand je vais cliquer sur mon bouton, ça va soumettre le formulaire et donc ça va faire un événement.
Là, il y a différentes façons de faire. Il y a un truc très sympa en Svelte, très sympa quand on crée des composants, c'est de se dire que on peut directement rebalancer l'événement qui a lieu dans notre composant et le rebalancer à l'événement parent. Donc je peux juste dire onSubmit comme ça, pas mettre de fonction de callback, de dire bah voilà quand je clique il va se passer telle fonction là. Je peux juste laisser ça onSubmit et ça veut dire que dans le composant parent, c'était sur mon form, il est ici. Ça veut dire que dans mon form là, je peux faire un onSubmit et là faire un onSave qui est une fonction. Okay, donc ça veut dire que le submit va être généré dans le form du composant d'en dessous et la syntaxe qu'on a fait que ça va juste rebalancer l'événement au composant d'au-dessus. Ça c'est assez sympa. C'est pas spécialement une bonne pratique. Pourquoi? Parce que en fait on arrive ici à faire un onSubmit sur un composant form qui est pas spécialement hyper bien nommé, mais en fait on va chercher à donner du sens métier aux événements qu'on donne. Donc là on va plutôt vouloir avoir un onSave par exemple, pour savoir qu'on a une action de sauvegarder notre IMC. Donc la bonne pratique c'est plutôt que dans ces cas-là, dans notre composant, finalement ici on va faire ici je peux faire un onSubmit. Mais lui, il va balancer un nouvel événement qu'on va appeler save, et du coup, le parent va réagir à un événement save. Okay, donc ici, on fait juste une fonction qu'on a appelée onSubmit, à l'intérieur de laquelle il y a un événement. C'est magnifique, Copilot, il propose des trucs incroyables. En plus, j'ai même pas envie de faire ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup chercher à envoyer un événement. Dans Svelte, il y a un truc qui s'appelle Event Dispatcher qui permet de générer un événement auquel va pouvoir réagir le parent. Donc ici, on peut faire un dispatch. On crée une fonction qui va être importée depuis Svelte. Hop, il y a eu l'import automatique, cette fois-ci on le montre. Ça vient depuis Svelte. Cette fonction-là, elle crée un event dispatcher, et du coup, avec cette fonction dispatch-là, on va pouvoir faire remonter un événement. Le premier paramètre, c'est le nom. Hop, là c'est bon. Submit, sauf que c'est pas ça qu'on va envoyer ici. On veut renvoyer le calcul de l'IMC. C'est bien ça. Donc c'est le poids divisé par la taille, comme ça. Hop, et on va faire en... Ouais, on va faire en to fix de 2. Et effectivement, ici, je me suis trompé, c'est pas submit, c'est save. Comme ça, on envoie un événement save, notre composant au-dessus, ici, lui, il réagit à un save. Et là, on fait une fonction onSave, hop, qui prend un événement, et là, on va faire un console.log de notre event.detail. Oh là là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Event.detail, voilà. Voilà. Donc là, notre composant, normalement, quand on clique sur le formulaire, on va envoyer l'événement, notre composant au-dessus il va réagir à ça, et on va voir quelque chose qui s'affiche. Ça va s'afficher dans la console, donc je vais l'afficher ici, console, et attention, soyez attentifs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Si vous regardez un petit peu, il y a du log de vite, mais vous voyez que l'IMC il arrive très brièvement et il disparaît. Pourquoi il disparaît? En fait, c'est parce qu'on a soumis le formulaire et du coup ça va faire un chargement de la page. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait un prevent default sur l'événement pour ne pas avoir le rechargement de la page. Et donc là, on pourrait, ici dans le form, comme c'était proposé d'ailleurs tout à l'heure par Copilot, faire un event.preventDefault. On va utiliser encore une fois une sucrosyntaxique de Svelte qui nous permet de nous faciliter un petit peu la vie. C'est de mettre des modifieurs sur les événements. Un modifieur, c'est quoi? C'est ici, par exemple, dire, hop, je vais faire un, je dis quoi? Prevent default. Je
vais faire un prevent default comme ça sur mon événement, qui fait que derrière, je n'ai pas à appeler ma fonction prevent default sur l'event, il va le faire tout seul. De la même manière, on a le stop propagation, voilà, toutes les fonctions qu'on peut avoir sur les événements en JavaScript. Voilà, cette fois-ci, on va relancer. Mince, je n'ai même pas besoin de faire ça. On relance et cette fois-ci, on est pas mal. Si je modifie le poids, on voit que ça s'affiche. OK. Étape suivante, on a réagi à l'événement, on a récupéré l'IMC, on veut afficher l'historique de notre IMC. On va se mettre ici. On va stocker ça dans un tableau, c'est le plus simple. Hein. On va faire un historique comme ceci, un tableau vide. OK, et donc là, on va vouloir se dire, on va alimenter notre tableau avec ça. Voilà, je vais laisser le console.log, ça pourra peut-être nous servir. On va faire un historique.push, et après, on va vouloir afficher ça. On affiche ça dans une liste comme ça. UL, et là on va avoir la syntaxe pour boucler. Tout à l'heure on a vu le if pour faire du conditionnel dans les templates. Là on peut faire du each comme ceci, each pour historique as les éléments value, value, et après ici on va avoir une clé, donc l'index de notre élément. À l'intérieur on met juste un li, je n'ai pas besoin d'un lil. Et on va afficher, qu'est-ce qu'on a mis, l'index qu'on va incrémenter de 1 parce qu'il part de 0, et derrière on va afficher notre valeur. C'était le i. Hop. Là, a priori on est pas mal, on devrait pouvoir afficher ces différents éléments. On va aller voir ce que ça donne. Je modifie, je clique sur sauvegarder. J'ai bien le nouvel IMC qui a été enregistré. Pourtant, j'ai rien qui est affiché. Je vais recommencer pour voir. Non, j'ai un autre IMC, il n'y a rien qui est affiché. Il n'y a rien qui est affiché. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on a fait un historique.push. Et comme on l'a dit, là, le déclenchement de la réactivité, il est basé sur l'assignement de variables en Svelte. Et donc là, en fait, on n'a pas assigné une nouvelle valeur à notre variable, à notre objet JavaScript. On l'a juste alimenté, changé la donnée qui est à l'intérieur. De manière plus précise, on va dire qu'on n'a pas changé la référence de l'objet JavaScript qui est utilisé en mémoire. Ce qu'attend Svelte pour savoir si l'objet, l'état a vraiment changé, c'est d'avoir une nouvelle référence d'objet. Donc en gros, on est obligé de créer un nouveau tableau. Comment on va faire ça? On crée un tableau, on déstructure l'historique dedans et on rajoute notre event.detail. OK? Je vais supprimer ça et ici on va faire un let. Pourquoi un let? Parce qu'un const, on ne va pas pouvoir redéfinir la référence avec un const. Voilà, de cette façon-là, à chaque fois on recrée un tableau, on recrée une nouvelle référence en mémoire JavaScript et du coup, on va être pas mal a priori. On teste, on est bien, on change un petit peu, on est pas mal. Voilà, donc là, on est plutôt bien, on a fait ce qu'on voulait et je crois qu'on a terminé cette étape sur la partie réactivité. On a terminé? Oui. Parfait. On va retourner un peu dans les slides alors. On va repasser dans les slides. Je t'en prie, Patrice. Donc, comme la question qu'on a eue tout à l'heure, là pour l'instant on fait passer que des paramètres d'un composant à son parent ou à son enfant. Mais du coup, on se rend bien compte que dans une grosse application, on va être très vite limité si on doit en fait à chaque fois repasser par le composant principal pour aller faire passer les informations tout en bas. Et donc, Svelte vient directement avec des stores. Donc, c'est un peu l'équivalent des use states qu'on peut avoir en React. On va avoir trois types de stores. Les stores writable, readable et derivative. Donc le writable, c'est celui qu'on va utiliser le plus. Donc c'est un état. Donc on va définir une variable, on va lui dire que c'est writable, on lui passe en paramètre la valeur par défaut qu'on veut avoir, la première valeur. Et après, du coup, on peut utiliser la syntaxe réactive pour récupérer la valeur.
Donc là, on voit bien qu'en fait, en mettant $, le nom de la variable, là, en fait, on dit qu'on récupère la valeur réactive. Donc, on n'a pas défini de variable $compte, mais c'est pour Svelte, mettre le $ plus le nom d'une variable, c'est s'abonner à la mise à jour du store. Et de même, en fait, si on veut le mettre à jour, on fait $count égale la valeur, et du coup, ça fait comme si on modifie notre store. Deuxième readable, l'idée c'est, là on va créer en fait un store qui est juste en lecture pour nous. L'idée étant, c'est qu'en fait à l'intérieur on récupère une donnée qui peut évoluer, donc typiquement qui vient du serveur ou qui vient d'une API. Donc là l'idée c'est qu'on a un intervalle qui est mis toutes les secondes, et donc du coup ce store-là est mis à jour toutes les secondes à l'intérieur. Et le dernier qui est intéressant, qu'on va voir, c'est le store dérivé. L'idée, c'est en fait de faire un store qui est capable en fait de se mettre à jour en fonction des modifications d'autres stores. Donc là, typiquement, on a le store pour calculer l'IMC qui va se mettre à jour en fonction dès qu'on modifie le store poids ou le store taille. Alors, du coup, on va revenir dans notre composant. On va créer nos stores. Donc dedans, on va créer le store poids. Donc là, il ne nous fait pas l'autocomplétion. Copilote est mort. Et du coup, il est dans quoi? Donc c'est pareil, on va faire notre store. Donc j'ai mis un R en trop. Et donc dans notre formulaire, l'idée c'est que on va importer nos deux stores. Et du coup, à un moment où on peut le mettre à jour, on va pouvoir faire un store poids .set, et là on va lui mettre la valeur qu'on veut mettre à jour. Donc là on met à jour notre store. Donc là on voit bien qu'on a une syntaxe qui est quand même un peu lourde. Et ben en fait on va directement pouvoir changer en mettant directement $store. Directement. Donc là, en faisant ça, automatiquement, Svelte s'abonne sur la modification et fait le set directement. Donc une fois qu'on a ça, on n'a plus besoin maintenant de remonter, de binder notre poids ici. Donc on peut enlever ce code-là. On peut enlever ici le code. Du coup, ces deux variables-là ne servent plus. Et donc maintenant, ici, on va importer nos stores également.
Et donc, on va utiliser maintenant directement nos store poids, store taille, ici. Ainsi que ici. Donc là, nos deux variables, il nous dit qu'on n'a plus besoin de les avoir. Donc là, si on revient c'est store avec un S. Et donc, on voit que c'est revenu à fonctionner en mode direct. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait passer nos variables directement en différents composants. Et nos composants pourraient être à des endroits très différents dans la hiérarchie de composants qui pourraient dialoguer ensemble. Mais là, on a fait le writable. Après, l'IMC, on a bien vu qu'il était dépendant des deux variables. On pourrait avoir en fait un store pour directement récupérer l'IMC. Donc, on retourne dans le store. Et là, on va créer un store IMC. Et donc là, c'est plus un writable, c'est un dérivative parce qu'on va dériver par rapport au poids et à la taille. Donc il va falloir qu'on l'importe. Donc cette fonction-là, elle va prendre en premier la liste des dépendances sur lesquelles il va s'abonner. Donc on lui donne node de store, poids et taille. Et après, on va définir il va nous passer un tableau en fait avec les deux valeurs qui ont été données, le poids et la taille. Et on va faire le calcul qui va faire le retour du poids directement de l'IMC. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir ici l'importer. Et donc, on n'a plus besoin de le calculer de cette manière-là, parce qu'on l'aura directement ici, avec le dollar. Et donc, ici, et donc, il nous manque le... Voilà, du coup, on a maintenant cette notion de store. Ok, on va parler de Svelte. On a vu le store, on fait le tour un peu des fonctionnalités de Svelte. Il y en a d'autres. Vous irez regarder la doc, elle est assez large. On pourra en parler après si vous avez des questions. On va parler de SvelteKit, qui est un autre projet dans l'écosystème Svelte, qui est plus un framework autour de Svelte. On l'a dit, Svelte, il faut plutôt le voir comme une librairie de composants, plutôt comme un compilateur. C'est ce qui va apporter la syntaxe, c'est ce qui va faire que vous pourrez créer des composants. Par contre, au-dessus de ça, quand on veut créer des applications complexes, qu'on a besoin d'avoir des routes, des différentes pages, potentiellement de faire du rendu côté serveur pour optimiser les perfs, le SEO, etc., on a besoin de fonctionnalités en plus. Svelte n'apporte pas ça. Par contre, SvelteKit, le framework qui est au-dessus de Svelte, va nous apporter tout ça. SvelteKit, c'est le remplaçant de Sapper. Sapper, c'est l'ancien projet qui apportait tout ça, qui a été déprécié du coup il y a 2 ans maintenant, je crois, et remplacé par SvelteKit. Comme je disais, ça va ajouter à Svelte tout ce qui manque pour faire des applications. Le Hot Module Replacement, on l'a vu avec Vite, c'est basé sur du Vite. Avant, c'était basé sur Rollup. On l'a vu que Rich Harris était le créateur de Rollup, donc forcément, il a mis un peu de Rollup dedans. Avec l'avènement un petit peu de Vite, les performances que ça offre, etc.
il est passé sur Vite sur la partie SvelteKit. Ça apporte aussi du routing, avoir des pages pour naviguer dans ces pages-là, du SSR, une CLI pour pouvoir créer des applications en ligne de commande. Et puis aussi, il y a une notion d'adapteur. Les adapteurs, c'est des choses qui vont nous servir pour le déploiement. De dire, par exemple, je déploie mon site, mon application Svelte de manière statique sur un serveur web, je vais avoir un adapteur statique qui va faire que je vais générer mon livrable prêt pour être publié, ou livré de cette façon-là. Si je le déploie sur Vercel, étrangement, Svelte, Vercel, on fait un peu les liens avec Richaris, il y a un adapteur Vercel qui fait que le livrable sera préconfiguré pour s'être déployé dans un environnement Vercel directement. Ça c'est intéressant, on n'en a pas parlé encore, mais vu que Svelte c'est quelque chose qui ne fonctionne pas au runtime, en fait on le voit très bien quand on va regarder le package.json d'un projet. Là c'est un projet SvelteKit, vous avez dans la partie script les scripts classiques, je lance mon serveur de dev, mon application, je build mon application, je package, etc. On pourra en parler à la fin de cette partie-là. Mais surtout, vous n'avez pas, dans le package.json, la notion de dependencies. Dependencies, c'est les dépendances que vous embarquez dans votre application, qui parfois est une liste vraiment très longue, suivant les projets que vous avez, le nombre de dépendances que vous avez ajoutées. Là, il n'y a aucune dépendance de dev, il n'y a rien au runtime qui est embarqué. Tout ce qui est là, dans les dev dependencies, c'est tout ce qui a besoin pour construire votre application. Une fois que c'est parti dans votre livrable final, c'est que du JavaScript, il n'y a pas besoin de dépendance. Du coup, je l'ai dit, SvelteKit, ça apporte toute cette notion de route. Donc, on va retrouver un dossier route dans lequel on va pouvoir, en mettant des dossiers, des fichiers qui définissent ces routes à l'intérieur, faire une arborescence de route dans notre application. On va avoir du code côté front et on va avoir du code côté back. C'est aussi pour ça qu'on va parler de SSR. Côté front, on va avoir nos composants communs. C'est les composants qu'on a fait là jusqu'alors, qui sont dans la partie lib au-dessus. Petit aparté d'ailleurs sur la partie lib. Avant, on a vu ici une commande package. La commande package permet de vous dire tout ce que vous avez comme composant dans le dossier lib. Vous l'exportez, vous faites une librairie de composants Svelte. Okay. Typiquement, vous voulez faire une librairie de composants graphiques Svelte. Vous n'avez que des composants à faire dans le dossier lib. À côté, vous avez peut-être une application avec des routes pour faire une démonstration de vos librairies. Mais quand vous faites la commande package, ça va juste vous sortir vos composants Svelte qui ne vont pas être compilés, mais qui vont pouvoir être utilisés comme tels en composants Svelte dans d'autres projets Svelte. Donc on a vu ça, on a vu la page côté route, les différentes pages qu'on va pouvoir avoir. On va avoir un fichier _ layout.svelte qui va, on va le voir tout à l'heure en exemple, définir le layout qu'on peut avoir dans chacune des pages. Si pour chacune de nos pages, on va avoir un header particulier, un footer particulier, et au-dessus, c'est le contenu de notre page, on peut le définir dans ce fichier-là. Voilà, et puis côté back, on va pouvoir générer des API, en fait. On va pouvoir créer des routes sur lesquelles on va récupérer nos données qui vont être accessibles après depuis nos pages. Ce qu'on va chercher à faire, c'est ça. On a fait la partie MC, on laisse ça de côté maintenant. On va se concentrer sur les recettes un peu LC, donc on va aller avoir un fichier JSON qui va, dans un premier temps, nous lister nos différentes recettes. On va les lister et on va avoir une page de détail pour avoir plus d'informations sur les recettes. Alors, c'est parti. Du coup, maintenant, on ne travaille plus dans le répertoire lib, mais dans le répertoire route. Donc, si je crée une nouvelle page, je vais créer un about. Une nouvelle page. Ici, je vais pouvoir mettre et donc du coup, si je reviens sur ma page, j'ai directement ma page qui est créée automatiquement avec l'URL devient en fait le nom de mon fichier. Donc c'est bien beau tout ça, mais du coup c'est bien d'avoir quand même un layout pour pouvoir faire une navigation. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir créer un fichier qu'on va nommer layout.svelte
Et dedans, on va pouvoir mettre tout le code, notre code de notre layout. Donc là, j'ai fait mon menu et je vais pouvoir faire après le contenu. Et du coup, à l'endroit où je veux pouvoir afficher mes pages, je vais simplement mettre la balise slot. Et donc, c'est à cet endroit-là que le contenu de la page va s'afficher. Et du coup, si je reviens maintenant, j'ai mon menu qui apparaît et je peux passer d'une page à l'autre. Maintenant, on va passer sur la page recettes. Donc on a bien vu que les recettes, on va pouvoir avoir plusieurs pages dedans, donc la liste des recettes et le détail de chaque recette. Donc là, on va créer un dossier. Et du coup, à l'intérieur, si on veut la page d'accueil, on va utiliser le index.svelte. Donc là, on va aller chercher en fait notre liste de recherche. Donc, et donc ici, je vais juste importer mon script, mon JSON. Et l'idée ici, c'est de faire donc je vais boucler sur mes recherches. Oh. Et donc c'est là que du coup on avait une question, c'était comment il allait savoir pour pouvoir mettre à jour notre liste. Là en fait on va pouvoir lui dire quel est l'élément qui va pouvoir décider si l'élément est identique à celui d'avant. Et donc là en fait on va pouvoir lui mettre par exemple ici le name, le titre de notre recette. Et donc du coup en fait si quand il va réafficher, il voit qu'en fait le titre a changé. Et du coup, il va en fait redéfinir, sinon il va garder le même contenu. Donc du coup, je vais, pareil, copier le code HTML. Et donc, là, il nous manque juste à rajouter l'URL.
Et du coup, là maintenant, j'ai ma page qui affiche mes recherches, mes recettes. Donc l'idée maintenant, c'est que j'aimerais avoir la page pour avoir le détail. Donc pour cela, je vais rajouter un lien. Pour afficher. Et donc là, je vais maintenant créer ma page pour afficher chacun des recettes. L'idée, c'est que je ne vais pas créer chacun des composants, mais du coup, je vais avoir un paramètre. Et donc, pour faire passer des paramètres, on va pouvoir nommer notre fichier avec le nom du paramètre entouré par des crochets. Donc, du coup, je vais créer un fichier crochet id.svelte. Et du coup, à l'intérieur, je vais pouvoir avoir... Alors du coup, pour aller plus vite... Donc là, du coup, sur cette page-là, je vais récupérer le store de SvelteKit qui va nous permettre, à l'intérieur, de pouvoir récupérer les param et de pouvoir mettre à jour une autre page. Et donc là, maintenant, on a des liens qui nous permettent d'avoir accès à toutes nos pages. On va peut-être sauter sur le code serveur. Maintenant, on va écrire un petit peu de code côté serveur. Il nous reste 18 minutes, donc on va essayer d'aller vite. Là, on affiche les recettes, on affiche le détail des recettes. Tout vient d'un fichier JSON. Et du coup, si on regarde ici, hop, pardon, je vais me mettre ici. On va faire inspecter réseau. Tac. Ok. Si je fais ça. Okay. Bon, là, on n'a rien qui est affiché. C'est normal, pardon. Tout est embarqué directement dans l'application. On a un JSON, on transforme ça en objet JavaScript qui est dans l'état de notre application. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu qu'on pouvait faire du code back, donc générer finalement une API dans SvelteKit. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va aller ici, on va se mettre, on va créer des nouveaux fichiers dans la partie recettes ici. La première route qu'on va faire, c'est une route recette.json qui nous permet de récupérer la liste totale de nos recettes. Ça fera notre première route d'API. Donc, celle-ci, elle va s'appeler index.json.js. OK. Et donc, à l'intérieur, là, on va faire le code qui nous permet de récupérer nos recettes. On importe quand même nos recettes depuis JSON, ok. Et après, ce qu'on a besoin de faire là, c'est juste une fonction qui va nous retourner ce résultat-là. Donc là, on a juste à exporter une fonction qui s'appelle get, qui ne va pas prendre de paramètres pour cette première version, et qui va nous retourner... hop, la signature, c'est que ça nous retourne un body comme ça, et à l'intérieur, hop, on prend les recettes, et là, on va faire un map parce qu'on va vouloir enlever quelques valeurs qu'on a à l'intérieur. Enfin, l'objet recette, il y a les ingrédients, etc. Là, dans la partie où on veut juste la liste des recettes, on n'a pas besoin d'avoir la totalité des données. Du coup, on va profiter de cette route d'API là pour enlever les données superflues, on va dire. Du coup, ça va être ça. Hop, map, on a un objet, il y a les ingrédients dedans, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les steps, le crédit, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et tout le reste, ça va dans un objet rest. Et c'est ça qu'on veut récupérer. Je pense qu'on est pas mal. C'est pas facile avec le code en gros. Là, on est pas mal. Donc ça,
ça nous fait une route d'API qui nous retourne les recettes. On va pouvoir tester ça. Hop, je ne suis pas du bon côté. Ici, donc ça veut dire que là, je peux faire un index. Ah non, c'est un qui fait recette.json. Ah oui, pardon. Hop. Oui, recette, pardon. La tête de recette là. Hop, je vais y arriver. Voilà, recette.json. Donc là, j'ai ma route recette.json qui a été créée, et donc, je peux récupérer mes données. Mais c'est ça qu'on va vouloir utiliser après. Après, on va faire la même chose pour, de la même façon, ici, vouloir au lieu de récupérer toutes les recettes, faire un truc comme ça, 1.json pour récupérer une seule recette, la recette d'identifiant 1. Donc on va faire un petit peu la même chose. De la même façon qu'on a fait un crochet id.svelte pour définir la route, là on va faire un petit peu pareil. On va définir un fichier qui s'appelle id, donc qui sera un paramètre après, vous l'aurez compris dans notre route. Et .json.js, on va faire un petit peu pareil. On importe les recettes depuis recette. Hop. Et là, on va exporter une fonction get aussi, qui cette fois-ci, par contre, va prendre les paramètres, parce qu'on va avoir besoin de récupérer le paramètre id qu'on aura pris dans l'URL. Donc c'est params comme ceci. Hop. On retourne un objet, toujours de la même façon, avec un body. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la recette avec le params. Non, c'est params.id du coup. Voilà. Et donc, si je retourne ici, et c'est un exemple là que je voulais, là, j'ai bien tout le détail de seulement mon dalle de lentilles corail, qui est la recette numéro 1. Ok, maintenant que ça c'est fait, on a ajouté le code serveur, et bien, on va vouloir utiliser tout ça dans notre application en fait. Donc, hop, je vais speeder un peu. Donc, ici, dans le index.svelte, ici, hop, je vais aller copier-coller le code, ça ira plus vite parce que il ne reste pas beaucoup de temps. On était ici, donc dans la page des recettes. Hop, je vais vous expliquer quand même le code après, je vais prendre le temps, mais ça ira plus vite. Hop, ici, on remplace tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Avant, on avait juste le script classique, exécuté côté client, où on allait récupérer les recettes. Là, on a une nouvelle section script, contexte égale module, qui indique que c'est quelque chose qui va se passer côté back-end, où là, on ne va plus aller récupérer notre JSON directement, on va faire un appel HTTP pour aller taper sur l'URL /recette/JSON, donc l'API qu'on a créé, la route d'API qu'on vient de créer. C'est assez classique après, on fait du fetch, on retourne ça, on retourne dans un objet props dans lequel on met recette, et après, le simple fait de dire côté client que j'exporte une variable ici recette, fait qu'il va faire le match directement, et il va mettre les données retournées dans recette directement dans cette propriété-là. Donc ça va marcher. Je vais faire la même chose ensuite dans la page d'une recette. C'est donc ici. Je remplace ça par ça. C'est exactement le même principe. Fonction load. Ici, on prend le paramètre, on passe en ID, on construit la route qu'on veut interroger. On retourne ça dans une propriété recette qu'on récupère ensuite ici, et c'est cette recette qui est utilisée en dessous. Hop. Normalement, ici, on est bien. Ici, ça marche toujours, et vous voyez la différence. Ici, je viens de charger une page, et là, j'ai fait appel à ma route 0.json pour aller récupérer cette recette spécifiquement pour avoir le détail. Voilà pour cette partie. Et ensuite, la partie, ça nous emmène vers le sujet du SSR, Server Side Rendering, que vous connaissez
peut-être qu'il y ait ce principe qui vise à dire que au lieu de donner du travail côté client de construire la page, on va faire un certain nombre de choses côté serveur. On va déjà construire avec les données qu'on a côté serveur le HTML et on va envoyer ce HTML directement construit avec les données à l'intérieur au client. Le client n'a plus qu'à télécharger un fichier HTML qui va contenir tout ce qu'il faut. Donc là, on a déjà ça, en fait. C'est ce que vous voyez ici, que je vais aller voir après. Mais en gros, quand on télécharge cette page des recettes, on va avoir directement le HTML avec tout le contenu qui est déjà là. Si je peux faire ici, hop, afficher le code source de la page, il y a déjà tout qui a été chargé. Ok, de la même manière, ici, hop, si je reviens dans réseau, que je passe par ici, il n'y a rien qui se passe. Pas d'appel réseau, pourquoi? Parce que ça a été traité côté serveur, on a construit la page HTML, j'ai pas eu besoin de faire une requête pour aller récupérer mon JSON, et pour autant, dans le contenu, quand je fais inspecter la source, ici, eh bien, j'ai toutes les données qui ont été là, mais tout a été construit côté serveur, et j'ai récupéré juste un HTML côté client. C'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus, parce que ça optimise les perfs, moins de travail côté client, et du coup, derrière, on va avoir des meilleurs perfs et des meilleurs, un référencement qui va être aussi meilleur. Donc, ceux qui s'intéressent au SEO, c'est aussi intéressant. Voilà pour cette partie-là. Il nous reste 9 minutes, donc on va terminer très rapidement. On a encore quelques slides. Quelques slides sur des sujets un peu transverses qui se passent dans Svelte et quelques questions aussi qu'on a souvent quand on parle de Svelte. Un point sur l'accessibilité, parce qu'il y a un truc qui est assez marrant. Il y a un truc qui est assez sympa, on va dire comme ça plutôt dans Svelte, c'est que Rich Harris, dans une issue là, qu'on a mis ici dans le slide, dans une issue qui est sur le repo GitHub du projet, il indique que lui, il est nul en accessibilité, il ne sait pas comment ça marche, il n'a pas spécialement de déficience visuelle, cognitive, peu importe ce que c'est. Du coup, le web, même non accessible, lui semble à lui accessible. Et du coup, il se disait que ce serait bien que les frameworks ou les librairies qu'on utilise, finalement, aident les développeurs à créer des applications plus accessibles. Et du coup, il a voulu ajouter des choses sur ce sujet-là dans Svelte. Et du coup, il s'est basé sur les règles qui sont définies dans le plugin ESLint JSX A11Y, là, qui définit quelques règles statiques d'accessibilité à respecter, et il a incorporé ça dans le compilateur. Encore une fois, c'est la puissance du compilateur. Vu qu'on fait plein de choses avant de construire le livrable de notre application, on peut déjà faire un certain nombre de choses, et on peut déjà aller voir comment, par exemple, les éléments HTML sont structurés, est-ce que ça a du sens d'un point de vue accessibilité, et est-ce qu'il n'y a pas des attributs qui permettent l'accessibilité qui ont été oubliés. Typiquement, on voyait tout à l'heure, je l'ai vu apparaître ici sur cette image-là. Ici, elle est mise elle est soulignée pour nous dire en fait qu'il y a un souci d'accessibilité. Svelte nous dit carrément ici, et là c'est le compilateur Svelte qui fait remonter un message de warning qui nous dit sur cet élément image, il manque un attribut alt, l'alternative textuelle de l'image. Okay, donc c'est plein de trucs comme ça qui sont intégrés dans Svelte, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le support de TypeScript. Patrice en a parlé tout à l'heure. Là, on a fait tout le TP en JavaScript. Le support de TypeScript est là depuis quelques temps maintenant. C'est bien supporté. Le code Svelte, le code source de Svelte est lui-même écrit en Svelte, mais maintenant c'est extrêmement bien supporté. C'était en TypeScript, pardon. C'était pas le cas il y a quelques années. Côté testing, rapidement aussi, pour ceux qui voudront refaire le TP, il y a une partie sur le testing aussi où on montre comment faire des tests. Les librairies que vous utilisez couramment, du Jest par exemple, ça fonctionne très bien avec Svelte. Nikon du milieu, c'est la testing library de Ken Sidot, si vous connaissez, que vous utilisez, qui marche très bien. Il y a une version Svelte aussi. Vitest aussi, que j'ai personnellement pas encore testé, mais vu que maintenant SvelteKit est basé sur Vite, on peut aussi faire du Vitest à tester, mais ça a l'air de fonctionner. Librairie UI aussi, on nous en parle souvent. On nous demande si on a des exemples de libs qui marchent. Alors on est encore dans un écosystème qui est assez récent, il n'y a pas pléthore de libs et des trucs qui dominent largement le marché. On va sélectionner ces deux-là qui marchent bien, qui sont quand même assez utilisés. Svelte Material UI qui marche bien, et Svelte UI à côté qui est
aussi une lib qui est pas mal. Enfin, moi, j'ai tendance à préférer celle-ci, notamment la communauté que je trouve plus active. Il y a un Discord sur lequel je suis qui est extrêmement actif. Il y a des discussions intéressantes et je trouve que c'est très bien codé. Qui fait du Svelte? Beaucoup, en tout cas beaucoup de plus en plus. Pas autant que React, pas autant que Vue.js, etc. Mais il y a des boîtes qui s'y mettent. Ça, c'est plutôt les boîtes internationales. Au New York Times, forcément, ça a été créé là-bas. Ça a été les premiers à l'adopter. Et ils en font encore. Des boîtes comme Spotify, comme Apple. On a vu il y a quelques années des offres d'emploi, enfin il y a quelques années, 1 an, 2 ans, là, des offres d'emploi de développeurs Svelte sortir chez Apple. Donc ça commence à prendre. Et en France, on a des acteurs aussi qui s'y mettent. Decathlon, qui a fait le choix d'adopter Svelte il y a quasiment 3 ans. C'était certainement un peu trop tôt, ils s'en mordent un peu les doigts aujourd'hui. Mais ils ont fait ce choix-là et c'est plutôt pas mal. Radio France aussi, le site Radio France, le site francebleu.fr, c'est tout du Svelte également. Mesetpublic.fr aussi, ça c'est du Svelte. On n'a pas fouillé tous les sites français, mais voilà, il y a des boîtes qui commencent à s'y mettre. On va terminer quelques liens utiles. On vous a mis le blog de Svelte, le tuto Svelte qui est sympa. Je vous encourage à aller regarder la conf Rethinking Reactivity de Rich Harris. Il explique que c'est la réactivité. Il passe par notamment Excel, qui est un exemple de réactivité en fait. Vous avez 2 cellules et une autre cellule qui fait une somme de ce qui se passe dans l'autre cellule. C'est ça la réactivité en fait. Le site de Svelte Society, donc la communauté Svelte, et puis le lien encore que vous pouvez prendre en photo du Code Lab si vous voulez le faire. Et voilà, il nous reste 4 minutes pour prendre des questions. Merci à tous. Moi, j'avais une question sur la syntaxe avec les labels. Ouais. Vous avez transformé le const en un dollar de point quelque chose, Ouais. sans mettre du coup le mot-clé pour dire si c'était un let ou un const. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu mutes ce statement en dehors? Est-ce qu'il t'interdit de le faire? Est-ce que tu as des warnings? En fait, il fait un let derrière. Quand tu fais un dollar de point, derrière le compilateur, il crée un let. Donc il n'y a rien qui t'empêche de le muter en dehors de ce statement-là, Ah, et ça fera normalement rien. Non, ça fera rien. Il n'y aura pas d'impact. Ça marche. Merci. Moi j'avais une question sur le store. Je ne sais pas quelle est la bonne pratique quand on fait du Svelte. Là sur un cas comme ça, il était juste initialisé, exporté, on l'utilisait comme un singleton. Est-ce que c'est ce qui est fait quand on fait du Svelte? Est-ce qu'on passe plutôt par un système à la context provider comme quand on fait du React? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour l'injecter? Ou est-ce que c'est par props tout du long quand on a une très grosse appli? Alors, par props tout du long, non. Je pense que c'est clairement pas une bonne pratique. Après, j'aurais tendance à dire que je ne sais pas s'il y a une bonne pratique sur l'utilisation des stores dans Svelte. Je dirais que c'est le même débat que comment tu vas utiliser ton Redux quand tu fais du React, des choses comme ça. L'idée, c'est d'aller, moi je recommande juste de découper ces stores par métier, d'en faire plusieurs, et puis d'utiliser un store dans ton contexte métier particulier, dans quelques composants. Et si tu as besoin d'avoir un store plus global qui fait matcher, qui par exemple a des stores dérivés d'autres stores métiers, tu vois, faire comme ça. Mais essayer de découper au maximum des stores vraiment par métier, quoi. Je pense que c'est il n'y a pas de mécanique propre à Svelte pour les gérer, quoi. Non, pas spécialement. C'est très simple et du coup, les stores Svelte sont vraiment simples à utiliser et du coup, tu n'es pas spécialement hyper guidé dans la façon dont tu dois les utiliser. Tu es assez libre de faire ce que tu veux finalement. Oui, tu nous as présenté des librairies de composants UI avec Svelte. Est-ce que la communauté a aussi produit des choses pour l'internationalisation, la validation de formulaires? Et est-ce que tu es libre à nous conseiller là-dessus? Alors, l'internationalisation, j'en ai testé 2. Il y a Svelte i18n et il y en a une autre qui est Svelte i18n qui est très bien. Et l'autre, j'ai oublié le nom, mais qui est le concurrent. En gros, il y en a 2 principales. Si tu cherches Svelte i18n, tu vas tomber sur le concurrent très certainement. Et il y en a une qui, je ne saurais plus dans quel ordre c'est, mais il y en a une qui m'a fait passer sur l'autre parce qu'elle ne marchait pas sur SvelteKit à l'époque, il y a 1 an et demi peut-être.
Je crois que c'est Svelte i18n qui ne marchait pas sur SvelteKit et je suis passé sur l'autre. Je crois que c'est Svelte INTL, l'autre. Et voilà. Mais globalement, côté internationalisation, c'est ça. Et la deuxième partie de la question, c'était validation de formulaire. Validation de formulaire, j'ai rien en tête là. Je ne sais pas si Patrice. Après, sur le site. Tu vas trouver. Globalement, c'est jamais. Ouais, sur Made with Svelte, il y a pas mal de choses. Après, c'est plus des exemples de choses qui ont été faites. Du coup, sur ce site-là, en fait, tu vas retrouver en fait toutes les différentes librairies possibles. Tu vois, la Svelte-Form, lib, TypeSafe, ouais. c'était ça? C'était pas celle-là. Enfin, sur cette partie-là, validation de formulaire, j'en ai pas une en tête qui me vient. J'en ai assez pu même pas utiliser en fait en Svelte. Donc voilà, du coup, ce site-là, ça liste en fait un peu tout ce qui existe pour Svelte. Ouais, une petite question. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dependencies du coup dans le build. Quand on a besoin d'une lib tierce, vite il va le bundle avec le package JS global, ouais. J'imagine. De base, il n'y a pas de dépendance. Ça n'empêche pas d'en utiliser et d'en ajouter. Ouais. Et c'est vite qui va faire le package et il va inclure ça dans le bundle. Ouais. Ok. On est bon. Au pire, on est là pendant les 3 jours. Hein. Si vous voulez parler de Svelte, vous pouvez nous croiser. Merci encore.